Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur votre plateau, l'hebdo des éditorialistes. Et d'abord, toutes nos excuses pour ce retard dû aux aléas climatiques. Merci pour votre aimable compréhension. Nous avons retrouvé nos invités avec qui nous allons quand même passer ce temps, le peu de temps qui nous reste, à discuter de l'essentiel de l'actualité qui aurait marqué la semaine. Médis Agouinkor, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être là, Médis Agouinkor. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Justement. Merci de répondre à notre invitation malgré la grande pluie qui s'est abattue sur Cotonou et environ. Vous avez bravé la pluie. Merci d'être là. Merci bien pour l'invitation. Très bien. Oui. Avec vous, nous avons Teddy Gandibé. Teddy, bonjour. Théodule, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de ETélé. Merci. Teddy Gandibé, je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Matin Libre. Vous êtes chef desk culture donc au quotidien Matin Libre. Et comme à l'accoutumée, nous allons vous laisser. Je commence d'abord par Médis. Médis, quelle est d'ailleurs l'actualité qui vous a marqué tout au long de cette semaine? Merci bien, chers confrères. Le sujet d'actualité qui m'a marqué et qui retient encore mon attention, c'est la question liée à la relecture de la loi organique de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Puisque nous avons suivi tout dernièrement la sortie médiatique de notre confrère porte-parole de l'Assemblée nationale qui a présenté la liste des lois qui doivent être étudiées dans les prochains jours à l'Assemblée. Et au nombre de ces textes de loi, nous avons suivi qu'il y a la loi organique sur la HAC. Donc cela m'a intéressé puisque qui dit loi organique sur la HAC doit comprendre que c'est une loi qui touche à notre secteur d'activité. C'est une loi qui touche au secteur de l'information, un secteur auquel nous appartenons. Donc une loi qui, d'une manière ou d'une autre, engage également notre corporation, la presse. Donc c'est justement pour ça que j'ai retenu cela comme sujet. Voilà. Et pourquoi l'avez-vous retenu? Dites-nous, donnez-nous plus de détails. Bon, merci bien. Donc, pour aller dans les détails, il faut rappeler d'abord que lorsqu'on parle de loi organique sur la HAC, en réalité, c'est deux tests. Donc, il se pose d'abord un problème de bicéphalisme, puisqu'il y a d'abord ces deux tests de loi. Ce n'est pas une loi en un volume ou en bloc, non. Il y a d'abord, d'une part, la loi numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la haute autorité de la communication, qui est un texte de loi de 70 articles. Et d'autre part, nous avons la loi 93-01 du 27 avril 1994, qui est un texte de loi de 2 articles. Donc c'est un amendement à la loi de 1992. Ça voudrait dire que maintenant que 1992 à 2022, vous voyez le temps que ça fait, une trentaine d'années. Donc c'est tout à fait normal qu'une loi du genre, après qu'on ait eu le temps de bien l'expérimenter, que cela soit effectivement relu. Voilà, que cela soit vraiment réactualisé. Donc c'est le moment maintenant pour nous d'avoir un texte de loi pour la HAC en un volume, en bloc. Puisque ce qui est venu en amendement, c'était juste une explication des dispositions de l'article 15 et 16 de la loi de 92. Puisque les articles 15 et 16 qui présentent la configuration de la HAC n'ont pas pu détailler quel doit être le profil des 9 membres. Donc c'est la loi portant amendement qui est venue définir les profils pour dire le chef de l'État doit désigner 3. Le bureau de l'Assemblée nationale, 3. Les professionnels des médias également, 3. Ça, c'est la loi portant amendement qui a apporté cette explication. Donc, aujourd'hui, avec ce processus, je crois que tout ça pourra être mis ensemble. On n'aura plus 2 textes de loi organique pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Maintenant, l'autre chose qui justifie mon intérêt pour ce dossier, c'est que le contexte
des médias de 1992 à nos jours, ça a évolué. Bien sûr. Puisque la loi a été adoptée en 1992 à un moment où on ne parlait pas encore des réseaux sociaux. Aujourd'hui, maintenant, les réseaux sociaux sont là. Quand on lit la loi organique sur la HAC, il y a des dispositions sur la presse écrite, il y a des dispositions sur la radio, il y a des dispositions sur la télévision, mais il n'y a pas de dispositions sur les réseaux sociaux dans la loi organique. C'est dans le code de l'information et la loi sur la radiodiffusion qu'il y a des dispositions sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Donc c'est le moment aujourd'hui, en réactualisant ce texte de loi, de le mettre au goût du jour, si on peut s'exprimer ainsi, pour intégrer le volet médias en ligne. Ce que la HAC peut, comment la HAC peut également réguler ce volet de notre corporation qu'est la presse en ligne. Donc là, il est vivement attendu que cela, désormais, apparaisse dans la prochaine version du texte de loi qui va sortir de l'Assemblée nationale. Bon, il faut également préciser que lorsqu'on lit et qu'on analyse également un peu la loi de 1992, la loi organique sur la HAC, il y a également des points sur lesquels il est vivement souhaitable qu'il y ait une amélioration, mais qu'il y ait une évolution. Lorsqu'on prend, par exemple, l'article 10, il est dit que c'est le ministère de la Communication qui délivre la carte de presse sur la base d'un dossier après décision de la HAC. C'est ce qui est dit. Le ministère de la Communication délivre la carte de presse sur la base d'un dossier après décision de la haute autorité de la communication. Je crois que c'est le moment aujourd'hui de dire que c'est la HAC qui délivre la carte de presse. Puisque dans la pratique, en réalité, tout se fait à la HAC. Voilà. Donc c'est le moment maintenant peut-être de corriger cela et de dire clairement que c'est la HAC qui doit délivrer la carte de presse. Et également, quand on regarde du côté des médias de service public, l'article 6 de la loi organique qui définit les attributions de la HAC, il y a un tiret qui dit que la HAC propose les responsables, les directeurs des médias de service public à nommer en conseil des ministres. Mais en le disant, il n'y a aucune disposition qui dit également qui définit le mécanisme d'une éventuelle révocation de ces responsables des médias de service public. Donc la loi dit comment il faut les nommer, mais la loi n'a pas prévu éventuellement en cas de faute comment il faut les révoquer. Ça, c'est un problème de vie juridique qu'il a également attendu que cela soit corrigé pour qu'éventuellement, quand il y a des problèmes, puisque généralement, quand on voit un peu, c'est des questions qui créent des problèmes, parfois, et qui font même l'objet de beaucoup de procédures. Beaucoup font l'objet de beaucoup de procédures. Donc, c'est le moment maintenant pour le Parlement de combler ce vide juridique en disant également clairement, oui, bon, si le principe doit être que c'est toujours la HAC qui doit proposer à la nomination des responsables du service public, alors en cas de faute, mais en cas de problème, voici également comment il faut les révoquer. Donc c'est au regard de tous ces éléments que j'ai manifesté vraiment mon intérêt pour ce sujet dont nous sommes en train de discuter. Très bien. Voilà. Oui, merci à vous, Médis. On se souvient que le président de la République, lors de cette historique intervention qu'il a fait sur nos antennes, il avait annoncé, au moment où le ministère de la Communication a été supprimé, il a annoncé de grands changements au niveau donc, de la HAC qui prendra désormais ses responsabilités. Justement, voilà. J'avais vraiment suivi ça. Est-ce que désormais ce n'est pas déjà ça qui commence en envoyant ce dossier à l'Assemblée? Est-ce que tout ce dont vous parlez aujourd'hui ne se retrouverait-il pas déjà dans ce qui est au niveau, c'est-à-dire le document qui est au niveau de l'Assemblée. Bon, puisque nous n'avons pas encore eu l'occasion de découvrir, de lire le contenu, donc il est vivement souhaitable que certainement que c'est déjà dedans. Si c'est déjà dedans, il n'y a pas de problème. Maintenant, bon, si éventuellement ce n'est pas encore dedans, donc c'est le moment quand même d'attirer l'attention des parlementaires également sur ces aspects que sont en train de évoquer. Très bien. Maintenant, le chef de l'État, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, au lendemain de la formation du gouvernement, il avait fait une intervention sur la présente chaîne ETélé pour expliquer un peu sa vision pour le développement des médias. Très bien. Bon, donc, le ministère de la Communication n'est plus là, mais il a été annoncé également que
il y a des choses, des attributions de la HAC qui seront... Des attributions voilà. qui iront en direction de la HAC. HAC. Donc, en français facile, que la HAC sera renforcée. Absolument. Voilà, que la HAC sera renforcée. Donc, on peut espérer que c'est déjà cette marche vers le renforcement de la HAC qui a commencé. Bon, et puis, si tel est le cas, il n'y a pas de problème, puisque la HAC, en réalité, depuis même 1995, 2015, avec le vote de la loi portant code numérique, on a commencé par constater que le législateur a déjà confié certaines attributions, même à la HAC. Sans que ce soit officiel. Bon, à travers la loi. Voilà, à travers la loi déjà. Puisque, de façon rétrospective, tout le monde, on a tous conscience des bras de fer souvent répétés entre la HAC et le ministère de la Communication au sujet d'une question comme les fréquences, au sujet d'une question comme l'attribution des fréquences. Mais qui relève désormais de la HAC. Désormais, voilà. Puis le Code de l'information a bien réglé désormais cela. Il a dit que c'est la HAC qui attribue les fréquences sur la base d'un rapport technique du gouvernement. Voilà. Donc, aujourd'hui, s'il y a encore de nouvelles dispositions qui renforcent davantage la HAC sur ce point, donc ça veut dire que tout ce que le ministère de la Communication faisait, la HAC désormais en tant qu'institution de la République, en charge de la régulation du secteur des médias, est en train de le faire cela. Et puis, ça ne posera aucunement problème. Déjà, même l'article 7 de la loi organique de la HAC, ce qui est en vigueur, a même déjà prévu que c'est la HAC qui délibère sur toutes les questions intéressant la presse et la communication. Très bien. C'est bien écrit comme ça dedans. Merci. Merci à vous, Médissa Gwenko. Teddy Gandigué, votre avis sur la question, quelle compréhension avez-vous par rapport au sujet abordé? Eh bien, je pense que le sujet est d'autant plus intéressant que aujourd'hui on en est arrivé à cette loi organique qui va ne serait-ce que donner beaucoup plus de force, nous sommes d'accord, à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Parce que, comme Médis l'a dit tout à l'heure, quand il y avait le ministère de la Communication, le bras de fer, j'allais dire, était de trop. Et il y avait des crocs en jambes, même parfois, lorsqu'il s'agit de toucher à des points sensibles. Nous sommes d'accord, concernant bien sûr le métier des médias au Bénin. Et aujourd'hui, lorsque on décide d'adopter, enfin, puisque c'est en cours, d'adopter cette loi, avec ces amendements, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore le contenu. Bien sûr, ça va nous venir. Et donc, quand on a décidé d'adopter cette loi, moi je pense que c'est la bienvenue. C'est la bienvenue et ça doit permettre quand même à nous, hommes de médias, de savoir désormais prendre nos responsabilités vis-à-vis de la HAC, puisque désormais la HAC aura ne serait-ce qu'une force estimable. Donc, il faut que chacun de nous prenne les dispositions à son niveau, nous sommes d'accord, pour pouvoir s'approprier cette loi qui viendra bientôt à notre porte, ne serait-ce que pour le bien du métier et de toute la corporation. Oui, allez-y. Je voudrais également souligner un aspect. Et je trouve que c'est le moment que le législateur clarifie vraiment ce concept de communicateur. C'est ça. Puisque quand on lit la loi portant amendement, la loi de 93, amendement de la loi organique de la HAC, la configuration de la HAC, il est dit que le président de la République désigne un communicateur. Le bureau de l'Assemblée nationale également désigne un communicateur. Oui. C'est ce qui est juste dit. La loi n'a pas défini, selon le contexte, ce qu'est un communicateur. Donc, par conséquent, cette absence de définition, ça accorde la possibilité aux décideurs politiques d'interpréter le concept de communicateur à sa manière. Oui, bien sûr. Et parfois même à faire une interprétation extensive. Vous voyez? C'est possible. Bon, donc là, je crois que c'est le moment maintenant pour le législateur de proposer une définition pour qu'on comprenne exactement dans le contexte de loi, ce qu'on appelle communicateur. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Oui, merci à vous, Médis Agwenko, Teddy Gandigué. Ce sont des observations, certainement, qui, comme on l'avait dit tout à l'heure, se retrouveraient peut-être dans
dans le test qui est actuellement devant l'Assemblée nationale. Avant, d'ailleurs, même que ce document n'aille à l'Assemblée, c'est sûr, ce sont des sachants, ce sont des hommes qui maîtrisent bien de ce qu'on parle. Certainement qu'ils ont tenu compte de toutes ces observations. Justement. Et vous avez bien fait d'ailleurs de le dire. Médis avait souligné un point très important, le point en relation avec les médias en ligne. C'est très important puisque la RAC, désormais, est en train de délivrer, nous sommes d'accord, des papiers pouvant attester que oui, on reconnaît l'existence de tel ou tel média en ligne. Et donc, il va falloir réellement qu'ils mettent un point d'honneur sur ces médias-là et les rangent dans ce carnaval de la loi pour que eux aussi, ils puissent bénéficier, nous sommes d'accord, des avantages et de tout ce qui a fait attrait, nous sommes d'accord, à la loi qui est en train de vouloir être adoptée là. Adoptée à l'Assemblée. Voilà. Merci à vous. Nous allons donc évoluer, comme je le disais tantôt, ce sont les sachants, les connaisseurs qui ont certainement concordé, rédigé ces documents. Nous attendons de voir peut-être ces observations. Les députés à l'Assemblée nationale sont certainement en train de nous suivre. Ils en tiendront énormément compte. Nous allons évoluer avec vous, Teddy Gandibé. Vous avez voulu qu'on parle de l'exposition des objets royaux et l'exposition de l'autre côté de la présidence et son impact sur la culture et le tourisme, et même le patrimoine. Bien sûr. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a de l'affluence de l'autre côté, je veux dire, du Palais de la République, vu le contexte du retour de ces trésors royaux qui, aujourd'hui, suscite l'engouement au sein de la population. Alors, quand on parle de leur impact sur le tourisme et la culture en général au Bénin, moi je pense que aujourd'hui, avant on parlait de patrimoine, d'accord, on en a même beaucoup. Il y en a qui ont même été enregistrés dans des instances que nous connaissons très bien, l'UNESCO et autres. Ouais. Mais aujourd'hui, ces patrimoines qui sont arrivés au pays ont également leur poids. Et en termes de renforcement, nous sommes d'accord, du secteur touristique au Bénin, lorsque le gouvernement aura fini de réaliser les musées qui sont en cours de construction, lorsque ces biens seront dispersés dans ces musées, les expatriés, toutes les personnes qui auraient quand même voulu voir de leurs propres yeux ces œuvres qui sont arrivées et qui n'ont pas eu le temps maintenant, dans le délai qui est imparti à leur exposition au palais, qui n'ont pas eu ce temps d'aller les voir là-bas, auront quand même l'opportunité de sillonner les différents musées qui seront construits et ils vont essayer de voir tous ces œuvres-là. Mais ce qui est important dans l'affaire, c'est que lorsque chacun aura décidé, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, de venir au Bénin pour voir ces œuvres, ce sera quand même un flux de capital assez élevé qui va rentrer dans le pays. C'est clair, ça aura un impact économique, aussi bien dans le panier de la ménagère que sur le citoyen lambda du Bénin. Et donc, je pense qu'il serait important quand même que, à l'arrivée à la disposition qu'on voudrait prendre, je veux dire, pour réaménager ces œuvres-là dans les différents musées qui seront construits, que dans ces dispositions, on puisse quand même tenir compte du fait que, oui, on doit également prévoir des dispositions pouvant permettre quand même aux citoyens du bas niveau de bénéficier, nous sommes d'accord, de la visite de toutes ces personnes. Oui, de façon claire, permettre aux citoyens de bas niveau de bénéficier. Qu'est-ce que vous voulez dire de façon claire? Oui, vous savez que dans la société, il y a toujours des échelles. Il y a l'échelle des personnes qui ont un moyen assez élevé pour pouvoir se donner leur plaisir. Il y a quand même des gens aussi qui sont dans le bas peuple, qui n'ont pas assez de moyens. Et aujourd'hui, nous savons tous le contexte que le monde traverse, le contexte de la faiblesse économique. Et donc, il va falloir que ceux-là qui n'ont pas cette opportunité, par exemple, d'aller visiter ces œuvres dans les musées, puisque désormais ce serait payant, si éventuellement on les disperse dans les musées, ce serait payant. Et donc, il faudrait que vraiment le citoyen béninois puisse être capable, même celui-là qui n'a pas pu, qui ne gagne peut-être pas $1 par jour, nous sommes d'accord, puisse avoir au moins aussi la possibilité d'aller voir ces œuvres. Et que les flux
que vont générer ces œuvres dans les différents musées, à travers la visite des étrangers, des expatriés que nous connaissons, que le flux de ces capitaux-là aussi, que le bas peuple ressent, nous sommes d'accord, ces flux-là, que ces œuvres vont générer dans les musées. Très bien. Oui, Médis, votre avis sur la question? Oui, le point que je trouve de très, très important, sur lequel je veux donner mon avis, c'est l'accessibilité dans les musées, l'accessibilité aux trésors royaux quand ce sera exposé dans les musées. Voilà. Autrement dit, quand ça va sortir de la plaie. Puis à l'étape actuelle jusque-là, que la visite demeure gratuite. Oui. Mais ça ne va pas demeurer éternellement gratuite. Voilà. Puisque quand ça va quitter la présidence, ce sera dans les musées. C'est tout à fait normal que l'accès soit subordonné quand même à un taux, mais que ce taux soit vraiment forfaitaire. Que ce taux soit vraiment forfaitaire, que ce taux ne soit pas en même temps, que le tarif ne soit pas prohibitif, que le tarif n'empêche pas le citoyen ayant des moyens, des ressources limitées d'aller visiter. Quand vous parlez de taux forfaitaire, vous estimez combien par exemple? On ne va pas faire que ce soit quand même forfaitaire, sans apporter. Ça dépend de ce que nous appelons forfaitaire, ce que nous mettons dans forfaitaire. Mais combien serait forfaitaire selon vous? Bon, je ne voudrais pas apporter de précision. Je ne voudrais pas apporter de précision, puisque bon, le citoyen béninois a le droit de visiter ces objets, c'est les biens de son pays qui sont venus. Donc c'est un droit pour lui. Maintenant, au moment où c'était gratuit, peut-être qu'il n'était pas disponible. Peut-être qu'il avait d'autres préoccupations. Voilà. Et c'est quand ça ira dans les musées maintenant qu'il peut-être se rendra disponible pour aller voir. Bon, dans ce cas, il faut que le tarif qu'il doit payer ne soit pas un tarif dissuasif, comme je le dis, qui va l'empêcher d'aller visiter. Et quand bien même les objets soient peut-être dans le musée de sa localité, qui disent vraiment le taux fait qu'on ne pourra pas aller voir. Non, il faut que la politique soit vraiment de sorte que la visite, même dans les musées, soit vraiment facile. Que ça soit vraiment facile, puisque c'est des biens culturels que tout le monde a envie d'aller visiter. Et c'est nos biens qui sont revenus après toute une lutte politique qu'il faut saluer. C'est cela. Voilà, ça c'est une victoire politique et diplomatique. Ça là, il faut vraiment le reconnaître, puisque ce n'est pas gagné d'avance. Voilà, donc, et si les négociations ont pu aboutir et que les biens sont arrivés, bon, donc, et les biens sont venus, c'est aussi pour le bien des citoyens, c'est pour le bonheur des populations. Et l'intérêt de ces biens, ce n'est pas seulement que touristique ou économique, il y a aussi la valeur pédagogique de ces biens culturels, de ces trésors. Par rapport à ce qui se fait de l'autre côté de la présidence, où on invite les enfants à reproduire ce qu'ils ont vu. Bon, donc c'est des biens aussi qui ont une valeur, qui ont une connotation pédagogique. Bon, vous et moi, nous avons suivi les cours d'histoire dans les cours primaires, donc histoire de Dahomey, histoire et arrivé même au collège, dans des classes, il y a aussi des cours d'histoire sur Dahomey qui sont au programme. Bon, on a tout le temps entendu parler de ces objets, mais que malheureusement n'avait pas eu le temps de voir, puisque c'était encore en Europe. Donc c'est le moment maintenant pour l'élève ou l'étudiant ou l'écolier béninois qui, après avoir suivi un enseignement, à la faveur d'une excursion, puisse aller dans un musée pour aller voir ces objets. Mais quand l'enfant dira à son père à la maison, « Ah, papa, le professeur d'histoire-géographie a voulu organiser une excursion pour qu'on aille visiter les trésors royaux dans tel musée. » Le père va dire, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, la souscription par individu, c'est combien? Il va entendre un montant qui va peut-être encourager. C'est cela. Si c'est ça, puisque l'enseignant va fixer le montant en fonction du prix qui est défini dans le musée. Voilà. Donc, c'est cet aspect. Sur cette question, Teddy, rapidement. Bien sûr, je vais répondre sur l'aspect pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, il est très important que l'histoire se réécrive. Au départ, tout ce que nous avons colporté dans les classes, lorsqu'on était sur les bancs comme histoire, c'est l'histoire du blanc. C'est ce que le blanc nous a laissé après avoir écrit. Nous, on n'a pas pu écrire. Et il y a la souche authentique de l'histoire même qui est là et qui reste et demeure. Et donc, autour de ces œuvres qui sont arrivées, je pense qu'aujourd'hui, le travail est en train d'être fait au palais même, où quand on arrive, il y a des gens qui sont formés pour, je veux dire, les guides qui sont sur place et qui, nous sommes d'accord,
reverse l'histoire réelle qui sont autour de ces œuvres-là. Voilà, qui vous replonge dans le passé, dans ce qu'on aurait appris depuis le... Voilà, donc alors qu'on avait eu le temps d'enregistrer des histoires qui n'étaient en réalité pas trop vraies. On est d'accord? Donc là maintenant, lorsque les œuvres seront éparpillées dans les différents musées, il va falloir que l'acte, ce qui a commencé au palais, c'est-à-dire que la restitution de l'histoire réelle, que cela se perpétue de l'autre côté dans les musées. Parce que les enfants en ont besoin. Et aujourd'hui, ne sont pas sans savoir qu'il y a une grande partie, une majorité d'apprenants qui ne maîtrisent rien à rien dans l'histoire de leur pays et de leur localité, si on veut le dire ainsi. Voilà. Donc, il va falloir la nouvelle chaîne de télévision, les chaînes de télévision aidant, et puis les dessins animés aidant aussi. Tout ça, ça a disparu. Voilà. Merci. Donc, il va falloir qu'on reconforte les enfants. Et les réseaux sociaux aussi. Voilà. Très bien. Merci à vous, chers collègues. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Vous savez, la télé, c'est une question de termine. Nous sommes donc arrivés au thème de temps qui nous est imparti. Mehdi Sagouinkor, journaliste indépendant, merci d'être venu quand même. Merci d'avoir bravé la pluie. Teddy Gandibé également, merci d'avoir bravé la pluie. Je signale aux téléspectateurs qu'il était en shirt et en t-shirt. Bien sûr. Dans les coulisses, qu'il s'est échangé. Et là, je ne trahis aucun secret. Teddy Gandibé, journaliste donc au quotidien. Donc, au quotidien Matin Libre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Hebdo des éditorialistes de ce dimanche 24 avril 2022. À dimanche prochain.